Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez deviné, on se retrouve ce soir pour un débriefing de ce Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Et je vais pas faire d'introduction, je vais pas faire de générique, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Parce que c'est un match personnellement que j'ai trouvé très intéressant. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Vous le savez sûrement déjà si vous suivez mes vidéos ou si vous me suivez sur Twitter. Je suis un énorme ringard. Un passionné de football qui pense à Franck Jurietti à 3h30 du matin. Et du coup, le match de ce soir entre le Borussia et le Paris Saint-Germain, ça a été très intéressant d'un point de vue théorique, d'un point de vue réflexion. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je m'égare avec tous ces mots tels que théorie, philosophie, ringardisme et autres? C'est que ce soir, Thomas Tuchel avait décidé d'aligner un 3-4-3. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir est-ce que le 3-4-3 est un bon système et un mauvais système, est-ce que le Paris Saint-Germain doit jouer en 3-4-3 ou ne doit pas jouer en 3-4-3. Je pense, juste une petite parenthèse, je pense que par rapport à l'effectif du Paris Saint-Germain, par rapport à ses potentielles forces, ses potentielles faiblesses, ses joueurs, je pense que le 3-4-3 est un système qui peut être très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est une chose. C'est un avis personnel, visiblement partagé par Thomas Tuchel. Mais penser qu'une équipe peut briller dans un certain système, c'est une chose. Le choisir et l'aligner pour un huitième de finale de Ligue des Champions, allez, c'en est une autre. Et le problème, c'est qu'on se rend compte d'une chose qui est terrible dans le football. Comme dirait un grand philosophe d'une chaîne de la TNT, le problème dans le football, c'est qu'il y a des matchs. Et on s'est rendu compte ce soir que c'était un énorme problème et que les matchs, le football, c'était pas de la littérature, c'était pas des noms sur un papier, c'était pas des systèmes qu'on établit sur Football Manager ou sur FIFA, mais qu'il y avait une vérité qui était celle du terrain. Et même si, comme je le pense, le 3-4-3 est peut-être un système qui peut convenir au Paris Saint-Germain, un système qui peut être intéressant, un système, que ce soit en Ligue 1 face à Amiens, que ce soit en Ligue des Champions face à Dortmund, un système, ça se travaille. Et il y a une vérité dans le football, c'est que l'improvisation, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et c'est quelque chose dont on s'est rendu compte une nouvelle fois ce soir, à ma grande joie, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un énorme ringard, donc dès que la théorie est un peu respectée, moi je suis content. Parce que ce soir, on s'est rendu compte qu'il y avait sur le terrain une équipe qui savait ce qu'elle faisait, qui avait des convictions, qui avait des certitudes et qui avait du travail derrière, et une équipe justement qui était dans l'improvisation, à savoir le Paris Saint-Germain. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails et on va voir pourquoi c'est gênant. Pourquoi c'est gênant d'improviser, de mettre en place un système qui n'a pas été travaillé auparavant? C'est très simple. Quand on envisage de mettre en place un système à 3 défenseurs, que ce soit un 3-5-2 ou que ce soit un 3-4-3, c'est pas la question, c'est des systèmes à 3 défenseurs qui peuvent être véritablement intéressants. Parce que, comme je l'avais montré lors de ma vidéo il y a quelques mois sur l'Inter Milan et sa défense à 3, que je vous invite à voir si ce n'est pas le cas, la défense à 3, elle a un avantage majeur. Elle a un avantage, ou plusieurs avantages majeurs d'ailleurs. C'est que les 3 défenseurs centraux, derrière, ils vont te permettre, sauf catastrophe naturelle bien évidemment, d'avoir toujours un perpétuel surnombre à la relance et donc de pouvoir sortir des ballons facilement, d'aider la relance, de créer des décalages, de créer du mouvement, de créer des espaces. Donc ça, c'est un point qui est essentiel dans la défense à 3, c'est qu'on voit souvent une défense à 3 et un système à 3 défenseurs comme un plan défensif, mais au contraire, c'est un plan qui pour moi est beaucoup plus intéressant avec le ballon dans son utilisation que sans ballon. Et quand tu as 3 défenseurs centraux, c'est un point qui va vraiment t'aider au niveau de la relance parce que théoriquement, cette défense à 3, tu vas avoir un relanceur dans l'axe. Au Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva. Au Borussia, c'est Mats Hummels. À la Juve, c'est Leonardo Bonucci. Et tu vas avoir 2 défenseurs axiaux sur les côtés qui vont écarter justement pour créer de l'espace, pour créer de la largeur et créer des lignes de passe. Ça, c'est quelque chose de purement théorique. On l'a vu à Dortmund en face où on avait Hummels dans l'axe, Zagadou et Piszczek, dès qu'ils avaient le ballon, ils écartaient justement pour créer ces espaces, créer ces lignes de passe. Et on s'est rendu compte ce soir qu'au Paris Saint-Germain, ce n'était pas du tout le cas. Parce que même sur les phases de relance, on avait ces 3 défenseurs centraux derrière qui étaient assez resserrés et qui n'écartaient pas. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Kimpembe, est-ce qu'on peut en vouloir à Marquinhos de ne pas savoir
comment véritablement jouer dans une défense à 3 alors que c'était leur grande première dans ce système. Moi, personnellement, je ne pense pas. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer l'intelligence individuelle des joueurs, on peut se dire que c'est quand même à lui d'avoir le réflexe de faire ci, de faire ça, mais quand tu arrives dans une configuration Ligue des Champions, phase finale de Ligue des Champions, que tu es dans le confort de la Ligue 1 toute la saison, qu'on te change de système pour un match pareil face à une équipe très bien en place, tu ne peux pas présager qu'ils vont intégrer aussi rapidement les préceptes d'un nouveau système. Donc ça a été le premier point, c'est que le surnombre, les mouvements, la largeur que va t'offrir une défense à 3, déjà tu ne l'avais pas parce que les 3 défenseurs centraux, ce n'était pas du tout acquis pour eux. Et la deuxième raison par conséquence, c'est que, on le sait, dans une défense à 3, dans un système qui va avoir une défense à 3, il y a 2 joueurs qui ont un rôle essentiel pour la bonne santé de cette organisation, de cette structure, c'est les pistons sur les côtés. Pourquoi ? Parce que c'est certainement les seuls joueurs de ton système qui vont vraiment avoir pour position l'aile et qui du coup vont devoir animer ces couloirs. Le problème, c'est que déjà avec tes défenseurs centraux, tu manques de largeur à la base, tu manques d'espace, donc ça va confiner tes pistons, quelle que soit leur qualité brute. Ça va confiner tes pistons à une position médiane, à une certaine immobilité. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte ce soir avec Kurzawa et Meunier qui ont joué assez haut, mais qui ont toujours été dans une position immobile parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, eux, de créer du mouvement, d'attaquer la profondeur, de créer du dynamisme sur leur couloir. Donc ça, c'est une grande conséquence parce que les pistons, ils doivent être mis aussi dans des conditions de pouvoir briller, de pouvoir effectuer leur mouvement, d'apporter une plus-value à l'effectif. Et c'est en plus un rôle qui est très compliqué parce que pistons sur un côté, c'est des joueurs qui doivent, avec ballon, si possible, c'est mieux pour un sport comme le football, avoir des qualités techniques pour faire des différences. Et sans ballon, avoir une très grande intelligence situationnelle, à savoir cette situation, c'est celle-ci, il faut que je me place comme ça. Est-ce que maintenant, il faut que j'attaque la profondeur ? Est-ce que maintenant, il faut que j'apporte une solution en appui ? Est-ce qu'il faut que je garde une distance de sécurité par rapport à l'ailier adverse ? Toutes ces questions, c'est de l'intelligence situationnelle. Et là encore, j'ai parlé des défenseurs centraux. Passer d'une défense à 2 à une défense à 3, c'est un grand changement. Et passer de défenseur latéral d'une défense à 4 à une défense à 3, c'est un énorme changement aussi. Et ça aussi, c'est pas quelque chose que tu peux assimiler du jour au lendemain. Donc là, j'ai parlé des défenseurs centraux, j'ai parlé des pistons, et il y a une autre conséquence, un autre problème qu'on a vu au Paris Saint-Germain ce soir, c'est, je vais reprendre l'exemple de l'Inter, l'Inter a la chance, au cœur du jeu, d'avoir des joueurs de très bon niveau, capables de créer, capables de se déplacer intelligemment sur le terrain, capables d'avoir un volume de jeu important, que ce soit des joueurs comme Brozovic, comme Barella, comme Sensi, ils ont toutes ces qualités, techniques, physiques, intellectuelles. Le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, quand tu choisis de jouer en 3-4-3, tu as un double pivot au milieu. Et ce double pivot-là, c'est Marco Verratti, Idrissa Gueye. Ne rigolez pas derrière vos écrans. Donc, théoriquement, au niveau de l'idée, au niveau de la philosophie, on se doute que sur ce double pivot-là, on va avoir un Idrissa Gueye qui va faire valoir ses courses, son abattage, son volume de jeu, et un Marco Verratti qui, lui, va plutôt s'occuper de la relance, du lien avec l'attaque. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte ce soir, enfin pas que ce soir, parce qu'on n'a pas appris tout ça ce soir, que voilà, un joueur comme Gueye, il a certainement énormément de qualité, il a brillé en première ligue, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour faire le procès d'un joueur, de tomber dans la critique facile, mais on s'est rendu compte que tout simplement Idrissa Gueye n'avait pas le niveau pour des échéances telles que la Ligue des Champions, telles que les phases finales. Et c'est là où c'est le plus grave, que les tâches pour lesquelles il a été recruté, comme je l'ai dit, son volume de jeu, son abattage, il a posé énormément de problèmes ce soir encore, parce qu'on l'a vu, Idrissa Gueye, je ne tombe pas dans la critique facile, hein, mais Idrissa Gueye, il est touché d'un syndrome qui touche pas mal de joueurs. Des joueurs comme Matuidi, comme Lucas Touzard. Ce sont des joueurs qui courent énormément, qui courent beaucoup. Mais le problème de ces joueurs-là, c'est qu'ils courent beaucoup, mais ils sont rarement au bon endroit. Et du coup, dans cette situation-là, on a dû avoir un Marco Verratti qui a pour moi été monstrueux ce soir, qui a dû colmater toutes les brèches que les mouvements, les courses inutiles ou mauvaises de Gueye créaient,
Tous ces espaces-là, il a dû venir les colmater, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il a dû couvrir énormément de transitions offensives du Borussia Dortmund, alors justement que c'est pas sa tâche première à Marco Verratti. C'est un formidable joueur de ballon, c'est un joueur très intelligent, qui a énormément de qualité, que ce soit de dribble, que ce soit de passe, que ce soit de projection. Et dans la configuration du match comme ce soir, il a passé l'intégralité de son match à essayer de colmater les brèches, à essayer de couvrir ses coéquipiers, alors que c'est pas du tout sa tâche. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On va récapituler. On a 3 défenseurs qui ne t'aident pas à la relance. On a des pistons qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir apporter, créer de l'activité sur leur couloir. Et on a un cœur du jeu qui est amorphe dans la mesure où ils ne peuvent pas faire ce à quoi ils sont destinés. Et évidemment, quand tu as tous ces problèmes, un problème de largeur, un problème de relance, un problème de cœur du jeu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un Neymar qui, forcément, est obligé de redescendre très très bas pour venir toucher les ballons. Et en plus, c'était un Neymar qui, comme on l'a tous vu, n'était pas au sommet de sa forme physique et qui du coup a en plus rajouté une problématique principale au jeu parisien. Parce que si ton principal créateur redescend très bas chercher les ballons, forcément ça veut dire que quand lui il va toucher les ballons, il va avoir beaucoup de mètres à devoir effectuer pour aller porter le danger sur les cages adverses. Et un autre problème, on l'a vu, c'est que tu avais un 9 qui était aligné côté parisien et que ce 9 là, ce n'est pas un véritable 9. On le sait, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a de grosses qualités, qui a besoin d'espace. Et là, on l'a mis dans une configuration où il a eu le jeu 99% du temps dans le dos avec un Mats Hummels. Là aussi, on pourrait faire le parallèle entre Mats Hummels, son rôle, et celui de Thiago Silva ce soir parce que la différence, elle est assez effarante. Et forcément, Kylian Mbappé avec Mats Hummels dans le dos, qui voit tout avant les autres, qui a tout compris avant les autres, qui se régale dans cette situation-là, dans ces configurations-là, pour lui, c'est trop facile. Et en plus, quand tu as Piszczek et Zagadou, on l'a vu à chaque fois que Dortmund était en situation de défense, les 3 défenseurs centraux, ils resserraient très fort dans l'axe, et on avait Guerreiro et Hakimi qui resserraient aussi. Pourquoi ils resserraient ? Justement pour donner du temps et de l'espace à des joueurs comme Meunier et Kurzawa, parce que quand tu offres du temps et de l'espace à des joueurs comme Meunier et Kurzawa, tu crées de la stérilité en face, parce que tu sais que c'est des joueurs qui ne vont pas réussir à prendre de vitesse, qui ne vont pas réussir à prendre des décisions balle au pied, parce qu'ils n'ont pas les qualités techniques ou intellectuelles pour le faire. Et c'est ce qui a mis aussi Paris dans des situations très compliquées quand ils avaient la balle, c'est qu'il n'y avait pas de mouvement. Et ça aussi, ça a été permis grâce à la défense du Borussia Dortmund qui, justement, n'a pas fait le choix d'aller chercher très haut Kurzawa et Meunier. Parce que si tu vas chercher très haut Kurzawa et Meunier, qu'est-ce que tu offres ? Tu offres des lignes de passe dans le dos des défenseurs, tu offres des espaces pour Mbappé à attaquer, tu offres des espaces aussi à André Di Maria. Et c'est là où ils ont été très intelligents, c'est qu'ils n'ont pas offert ces espaces-là et que les espaces, ils les ont offerts à Meunier et à Kurzawa qui étaient complètement à l'arrêt sur leur aile. Donc voilà, je sais que ce débriefing il a été assez décousu, mais j'espère qu'il a été intéressant. Voilà, moi personnellement c'est un match, comme je l'ai dit, comme je le répète, d'un point de vue théorique qui m'a beaucoup plu parce que ça permet de se rendre compte de grandes vérités du football qu'on ne peut pas improviser. On ne peut pas improviser en football et on le voit, toutes les équipes qui fonctionnent, toutes les équipes qui marchent, toutes les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui ont des certitudes, c'est des équipes qui ont travaillé pour, c'est des équipes qui sont rodées, que ce soit Liverpool au très haut niveau, que ce soit des petites équipes comme l'Atalanta en Italie. Pourquoi ça marche ? Parce qu'ils ont un système qui est établi, ils ont tout intégré, c'est des logiciels sur pattes, ils ont tout intégré et derrière c'est facile de répéter à partir du moment où c'est quelque chose que tu as intégré, que tu as travaillé jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et tu as beau être le Paris Saint-Germain, tu as beau avoir Neymar, Verratti, Thiago Silva, Kylian Mbappé, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, si du jour au lendemain tu décides d'installer un système qui n'a pas été travaillé au préalable, et tu vas te casser les dents. Et la chance qu'a le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est de s'en sortir à 2-1. Pourquoi à 2-1 ? Parce qu'en face, tu as une équipe qui a manqué de réalisme, qui a fait pas mal de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, qui a aussi été amputé d'un joueur comme Reus, qui est excellent et qui justement, lui, en termes d'intelligence de jeu, en termes de choix, aurait peut-être fait pas mal de différence côté Dortmund, et que voilà, il y a quand même une différence intrinsèque
intrinsèque en termes de qualité entre les deux effectifs et que même dans un match très compliqué, dans un match où tu as du mal à sortir la tête de l'eau, eh ben, tu arrives quand même à t'accrocher parce que tu as quand même des qualités qui te permettent de rester dans le match. Mais malgré tout, au final, c'est le Borussia qui l'emporte. Au final, c'est une équipe bien en place, qui connaît son système, qui connaît son organisation, qui a des certitudes, qui l'emporte et pas une équipe talentueuse avec beaucoup de très bons joueurs qui essayent d'improviser. Donc là encore, voilà, c'est un match... c'est un match qui confirme des choses évidentes du football, mais voilà, visiblement pas assez évidentes parce on rencontre encore des équipes en France, souvent en France malheureusement, qui essayent d'improviser, qui essayent d'inventer, alors que ça ne marche pas comme ça dans le foot de très haut niveau. Donc j'espère que ce débriefing vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Je ne fais pas de top et flop parce que je trouve que les enseignements de ce match étaient des enseignements théoriques qui étaient beaucoup plus intéressants plutôt que de tirer sur un tel ou un tel, même si j'ai parlé de quelques individualités dans ce débriefing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est le cas et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.